Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net, échange avec Anne-Cécile Britt et Manon Dardonville, bénévoles à l'association Les Greniers d'Abondance. En février 2020, cette association a publié un rapport détaillé sur les enjeux de la résilience alimentaire en France, désormais disponible en librairie. Nous avons discuté avec elle des effets de la pandémie sur notre sécurité alimentaire, de ce qu'est la résilience, mais aussi du lien très fort entre l'artificialisation des terres et la question agricole. Cet épisode est une rediffusion du webinaire organisé par Dixit.net le 28 septembre 2020. Nous recevons aujourd'hui Anne-Cécile Britt et Manon Dardonville de l'association des Greniers d'Abondance. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, je vais peut-être d'abord vous laisser vous présenter brièvement. Peut-être Manon pour commencer. Donc bonjour à tous, je suis Manon Dardonville. Je suis membre des Greniers d'Abondance, donc une association qui réfléchit à la résilience alimentaire depuis 1 an à peu près. Et mon implication dans cette association, elle découle de mon travail de thèse que je suis en train d'effectuer sur quelles formes d'agriculture sont les plus résilientes au changement climatique et aux crises économiques. Et donc c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressée au travail de l'association à laquelle je participe, donc sur des activités de sensibilisation, de diffusion d'informations et de vulgarisation scientifique, principalement, mais qui ne sont pas uniquement les seules activités de l'association. D'accord, merci. On va approfondir tout ça de toute façon. Anne-Cécile ? Oui, bonjour. Donc Anne-Cécile Britt. Donc moi je suis animatrice système alimentaire territorialisé à la Fédération régionale des CIVAM de Bretagne et je suis co-animatrice du réseau mixte technologique alimentation locale qui est un réseau national d'expertise sur les questions des chaînes alimentaires courtes de proximité. Et pour des mêmes raisons que Manon, en fait, c'est mon engagement professionnel qui m'a amené à intégrer l'association, en fait, parce que je travaillais sur les questions de résilience des flux d'approvisionnement alimentaire des villes. Et donc, cette thématique m'a amené à discuter avec les cofondateurs, en fait, de l'association des Greniers d'Abondance et à la rejoindre. Et donc, voilà, pour information, c'est une association qui était fondée en 2018. Donc, voilà, on a 2 ans. Donc, c'est une jeune association. Et puis, on va discuter un peu plus en détail, de nos thématiques de travail, mais qui sont autour des questions de sensibilisation autour de cette thématique de la résilience alimentaire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on intervient dans ce type de webinaire. Alors, avec la publication par l'association donc des Greniers d'Abondance en février d'un rapport sur ce thème de la résilience alimentaire, un rapport qui a fait un petit peu de bruit, qui est désormais publié, republié plus exactement. Alors évidemment entre février et aujourd'hui, la crise du Covid, la pandémie et ses différents impacts a accentué les prises de conscience sur les problématiques de résilience en général, mais aussi de résilience alimentaire en particulier. Alors, il y a un lien très fort avec une question qui nous occupe chez Dixit autour de l'étalement de la ville et donc l'artificialisation des terres d'un côté, donc cette croissance de la ville et évidemment la production alimentaire, l'activité agricole de l'autre. Donc, c'est pour ça que nous, on a été très intéressés par votre travail et qu'on voulait approfondir le sujet avec vous, puisque c'est encore, je pense, un sujet notamment dans la relation entre le travail de la ville et le lien avec le monde agricole qui est loin d'être achevé. Alors, peut-être pour poser un petit peu d'abord le contexte et les enjeux et revenir sur cette question de la pandémie, sur la question des fragilités de nos systèmes alimentaires, qu'est-ce qu'on a pu percevoir de ces fragilités au travers de la pandémie et de ses différents impacts ? Oui, alors je vais peut-être juste commencer par rapport à ce guide, donc vers la résilience alimentaire, juste pour donner quelques informations. Donc c'est un guide qui a été écrit 100% bénévolement, donc avec tous les bénévoles de l'association qui ont participé. C'est un travail qui a pris à peu près 1 an et demi.
Le guide, il est sorti d'abord en auto-édition et aussi en accès libre en numérique sur notre site internet, donc vous pouvez toujours le trouver. Et depuis le 15 septembre, on a eu le plaisir de pouvoir le faire éditer pour de vrai. Et il est aujourd'hui disponible en librairie, donc voilà, vous pouvez le consulter librement. Voilà. On mettra évidemment l'ensemble des références, ce qui permettront aux éditeurs de le commander chez leur libraire, bien entendu. Voilà, donc c'est pour cette petite parenthèse sur le guide qu'on vient de mentionner. Mais il fallait. Alors revenons sur ces apprentissages de la pandémie ou du confinement en termes de fragilité. Je voudrais qu'on, dans un premier temps, reste un peu là-dessus, qu'on comprenne en quoi notre système alimentaire en France est fragile. Qu'est-ce que ça nous a montré cette pandémie ? Alors, juste pour expliquer d'où est-ce qu'on peut parler par rapport à ça, nous, au niveau de l'association des greniers d'abondance, on a étudié donc des revues de presse pour vraiment faire un peu un décompte de ce qui se passait pendant ce confinement, puis pendant le déconfinement, ce qui nous a amené à 2 articles de synthèse, un d'analyse et un de recommandation. Et on a également participé à l'enquête Manger au temps du coronavirus, qui a compilé en fait des contributions spontanées, donc plus de 700 contributions. Donc on peut se baser là-dessus pour un peu résumer les fragilités qui ont été montrées pendant cette période très très particulière, cette période qui a servi finalement de révélateur puisque c'est pas ça qui a engendré ces vulnérabilités-là. Nous, ce qu'on en a retenu comme message fort, c'est une dépendance importante à de la main-d'œuvre étrangère, souvent sous-payée. Donc ça, c'est une première dépendance très importante qui a été révélée, aussi bien au niveau de la production que de la logistique, des transports. On a également montré qu'on avait peu de stocks, et ce à tous les niveaux. Donc il s'agit des emballages, mais aussi de l'alimentation tout court. Et qu'on compte donc sur un transport intensif et permanent à tous les niveaux de notre système alimentaire. On a de nombreuses exploitations et entreprises de ce domaine qui sont très spécialisées et qui donc sont fragiles économiquement en cas de crise. On a également montré pendant cette période une précarité alimentaire latente, donc c'est-à-dire que tout un pan de la population qui ne fréquentait pas les banques d'aide alimentaire a basculé et est devenue dépendante de ces centres d'aide pour s'alimenter au quotidien. Et on a, pour finir, montré, donc voilà, c'est des grands messages qu'on pourra bien sûr détailler si vous le souhaitez. Et on a également comme dernier grand message que la population et les autorités ne sont pas préparées à ce type de dysfonctionnement majeur du système, ce qui a amené voilà des réactions parfois tardives, parfois un peu chaotiques, puisqu'il n'y a pas de préparation sur ce genre de problématique. Voilà pour les grands messages. Oui, donc quelque part rien de neuf, et en même temps c'est venu révéler alors un certain nombre de dépendances ou de fragilités que vous aviez identifiées dans votre rapport, que ce soit la donc dépendance à l'ultra-mobilité, donc zéro stock des stocks sur camion, dépendance donc à cette logistique, main-d'œuvre étrangère, mais fragilité aussi générale des exploitations et défaut de préparation à la crise, ou en tout cas à celle-ci, et peut-être les autres d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez identifiés en amont de la pandémie comme étant des facteurs lourds de fragilité de notre système alimentaire ? Je peux rajouter aussi sur la pandémie, ça a aussi montré à la population des éléments de fragilité du système. C'est-à-dire que quand les populations sont rendues dans les supermarchés, se sont rendues compte qu'il y avait des rayons entiers qui n'étaient plus approvisionnés, et tout ça, ça a aussi été une prise de conscience, en fait, et de réflexion de en fait, peut-être que tout n'est pas dû et qu'il peut y avoir des dysfonctionnements qui aboutissent à ça. Donc ça, c'est un des derniers points qu'ont révélé la crise sanitaire. Donc, quelque part, un accélérateur, une généralisation de la prise de conscience qui sort d'un cadre de spécialistes, de professionnels ou de citoyens voilà.
inquiets ou éclairés, peu importe, et on s'aperçoit parce que tout à coup il y a plus d'œufs sur les rayons ou plus de farine, même si, rappelons-le, les poules n'étaient pas en télétravail, qu'en fait c'est d'une grande fragilité, c'est complexe et ça peut s'effondrer au moindre coup de vent. Alors, il y a aussi un élément que vous pointez dans votre rapport qui est cette dépendance à l'étranger, cette consommation aussi de sol et donc une perte de capacité de production. Donc, évidemment pour nous, c'est la question de l'interface avec le développement urbain et qui est liée à l'étalement urbain. Donc, alors, on est un petit peu obsédé chez Dixit sur cette question-là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui l'impact de l'étalement urbain ou la consommation de sol agricole par la croissance de la ville? Alors, donc là, on sort du strict cadre de la pandémie. Ça a quels impacts sur notre système alimentaire? Anne-Cécile? Oui, comme on est deux, c'est pas toujours facile. Oui, juste avant de répondre à cette question, on part ici et puis dans de nombreux échanges maintenant de ce qui s'est passé avec le coronavirus parce que c'est très palpable et comme on l'a dit, ça a servi de révélateur, ça a servi de prise de conscience à beaucoup de personnes. Donc ça a mis ce sujet sur le devant de la scène. Mais effectivement, cette crise, finalement, elle n'est pas si importante que ça, puisqu'elle a la particularité d'être réversible et elle a également pas empêché la production, elle n'a pas rendu nos sols stériles par exemple, et elle n'a pas empêché non plus le transport des marchandises, puisqu'on a évoqué des problèmes de main d'œuvre, mais par contre il y avait assez de pétrole, il y avait assez de camions, les routes étaient en bon état, etc. Donc voilà, c'est une crise tout à fait particulière. Il y a un bon entraînement, mais encore rien de très sérieux, en tout cas sur la question alimentaire. C'est ça. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et donc, ça fait pas partie, par exemple, du type de menace majeure que nous, on avait identifié dans notre guide, parce que finalement, ça nous empêche pas, donc, comme je dis, de produire ou de transporter. Et donc, du coup, nous, dans notre guide, on a d'autres menaces majeures qu'on a identifiées et qui sont toujours présentes et qui sont des menaces qui amèneront à des changements irréversibles. Donc, l'étalement urbain en fait partie, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir de terres agricoles, de les rendre impropres au fait de cultiver de l'alimentation. Et ça fait partie des problématiques quand même majeures qui sont devant nous. Alors, quels sont les autres chocs de ce type-là? Donc, des chocs long terme ou des problématiques plus court terme ou plus brutales? Il y a les très connus changements climatiques. C'est un des premiers. Tout le monde en parle et en même temps, c'est difficile à appréhender tellement c'est des changements importants et qui vont advenir sur un temps long. Alors ça veut dire quoi? Alors, sans rentrer dans la question c'est quoi le changement climatique, mais ça veut dire quoi les impacts du changement climatique sur le système alimentaire français? Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Le premier impact qui est le plus rapporté parce que c'est celui qui atteint directement la sécurité alimentaire, c'est l'impact sur les rendements des cultures. En France, pour vous donner un chiffre, sous un scénario où on estimerait qu'il y a une augmentation de 3 degrés en 2100, donc ce n'est pas le scénario le pire, c'est un scénario à peu près moyen. Ce n'est pas celui dans lequel on est engagé en tout cas, on est plutôt au-dessus. Voilà. En 2050, on aurait les régions les plus productives de France, donc la Beauce, les plaines de Versailles, etc., qui seraient en état moyen, quasiment moyen, de forte sécheresse et les cultures ayant besoin, l'eau c'est un facteur limitant à la croissance des plantes. Cette sécheresse, elle occasionnerait des diminutions de production qui seraient du même niveau que la sécheresse qu'il y a eu en 2003. Donc, si ça ne vous parle pas, la sécheresse agricole en 2003, elle a eu des effets de diminution de rendement de 20 à 30%. Donc, ce qui est assez énorme. Donc, au-delà des diminutions de rendement, c'est une pression sur la ressource en eau de manière générale
où il y a très peu de surfaces qui sont irriguées en France. Il n'y a que 5% des surfaces qui sont irriguées. Et l'irrigation n'est pas forcément une solution, étant donné que la ressource en eau va diminuer et que l'irrigation, elle demande... Elle capte de l'eau principalement lors des mois d'été, des mois de chaleur, des périodes d'étiage où les cours d'eau sont au plus bas, quoi. Donc voilà pour moi, les deux principaux effets des changements climatiques sur la production alimentaire. Après, il y a tous les effets qui sont au-delà de vraiment la production alimentaire sur les perturbations sociales, économiques qui entoureraient tous ces phénomènes de changement climatique. Du point de vue plutôt de l'environnement, les changements climatiques, on s'attend à ce qu'il y ait des effets sur la biodiversité environnante, sauvage, mais aussi les plantes cultivées. Donc voilà, c'est un effet assez global sur plein d'éléments et dont la complexité rend difficile l'anticipation. Alors, en termes de fragilité, les impacts du changement climatique, vous citez aussi la structure des organisations, la dépendance au pétrole. Enfin, il y a d'autres éléments comme ça qu'on peut peut-être citer pour finir de se faire peur. Donc donc là, j'ai parlé de changement climatique, de biodiversité. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est la dégradation des sols par l'érosion, mais aussi par la pollution. L'érosion qui peut découler directement des effets du changement climatique qui va se concrétiser on parle beaucoup de sécheresse, de fortes températures, mais c'est en fait une variabilité des événements climatiques. Donc des fortes pluies aussi qui ont été observées en France récemment et donc qui sont à l'origine des phénomènes d'érosion. Donc c'est des pertes de sol vraiment physiques en surface qui sont dues à un sol qui est à nu, c'est-à-dire qui n'est pas couvert par de la végétation et qui, par un historique de pratiques agricoles, a rendu ce sol peu résistant, enfin qui ne se tient pas face à un stress physique, quoi. Donc, voilà, donc ça c'est et la pollution par par des engrais, par des pesticides, etc. Donc ça c'est une autre menace. Et après du point de vue plus du système socio-écologique, donc on s'attend à avoir une augmentation des instabilités économiques et sociales qui est liée à une organisation mondiale des échanges et qui rend les personnes qui sont déjà dans une situation précaire d'autant plus précaires et soumises à des fluctuations de prix, par exemple, importantes. Et c'est le cas pour les agriculteurs qui sont majoritairement dans des classes de population très précaires, mais aussi qui vont impacter les consommateurs, qui sont les premiers rétributeurs du travail des agriculteurs. Alors, Voilà. je voudrais qu'on s'arrête une minute, peut-être qu'une minute, mais quand même une minute sur cette question-là. On a aujourd'hui en France une structure démographique et un mode d'organisation de la production agricole qui est assez particulier et qui est quand même au cœur à la fois de ces fragilités sur nos capacités de production, et on le voit bien, c'est aussi directement intégré quand on parle d'étalement urbain. Cette fragilité-là, elle induit aussi finalement une perte de valeur pour les sols agricoles qui sont plus facilement concurrencés par des usages urbains. Est-ce que, alors peut-être Anne-Cécile pour passer la parole, mais je vais donner la parole comme ça, la coordination sera plus simple. Mais est-ce qu'on peut prendre une minute là-dessus, parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose de si connu que ça. Sur l'impact de l'étalement urbain. Alors plutôt sur la structure démographique des exploitations agricoles aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, ça c'est une question de fond en fait que nous on a intégré dans la menace autour de la dégradation et de l'artificialisation des terres. Au-delà de quelles terres il va nous rester à cultiver, il y a la question de qui va les cultiver.
Et donc aujourd'hui, on estime à peu près 3% de la population active, la population qui permet de nous nourrir. Donc 3%, c'est quand même très faible, historiquement faible. Pour donner aussi quelques chiffres, le nombre de fermes en France a chuté d'un tiers entre 2000 et 2016. Et c'est aujourd'hui donc 22 exploitations en moyenne qui sont pas transmises en France chaque jour. Donc c'est un phénomène vraiment de fond et qui date et qui pose de nombreux problèmes parce que aujourd'hui, même si on a un certain même si on s'attelle à protéger les terres agricoles, ce qui n'est pas l'objectif de tout le monde, on pourra y revenir par la suite, mais même si on faisait ça, c'est pas le seul, ça doit pas être notre seul objectif parce que même si une terre elle est protégée pour rester agricole, elle peut servir à l'agrandissement de l'exploitation voisine et finalement on se retrouve avec des super fermes et donc peu de diversité, peu de personnes qui s'occupent de ces fermes. Voilà, ça pose la question de quel modèle. Et donc voilà, les agriculteurs, bien sûr, ils ont un rôle essentiel dans la résilience alimentaire. Donc c'est un métier à valoriser et à protéger et à reconnaître. Voilà, socialement, c'est anormal qu'on soit dans des situations si précaires pour les personnes qui nous nourrissent aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui un passage de classe d'âge, un effet générationnel qui fait qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui arrivent à la retraite. On a une forme de désaffection sur l'agriculture, en tout cas cette agriculture des grands champs, et en même temps, on va pas arriver à se nourrir en cultivant de la roquette en centre-ville. Il va falloir aussi qu'on ait un modèle qui dépasse l'agriculture urbaine, quels que soient ses intérêts, avec un effet qui est clair, c'est finalement une absence de transmission, pas de repreneur et donc un agrandissement d'un certain nombre d'exploitations avec des modes de production qui sont sans doute moins vertueux, en tout cas pour certains. Alors c'est bien, on s'est fait peur, on a compris qu'il y avait quelques problèmes, mais je rassure les auditeurs, il y en a d'autres, donc ils pourront les retrouver dans le rapport. Alors quoi qu'il en soit, votre rapport s'appelle Résilience, et c'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur un constat d'échec, c'est pas un mode panique, au contraire, c'est un mode action, c'est un appel à l'action. Alors, c'est quoi la résilience? C'est quoi être résilient, en tout cas quand on parle d'alimentation? Alors, la résilience, telle qu'on la manipule au sein de notre rapport, mais donc dans nos discussions au sein de l'association, c'est la capacité d'un système à faire face à des perturbations tout en maintenant ses fonctions, ses fonctions. Et là, le système alimentaire, la résilience du système alimentaire, c'est donc la capacité du système alimentaire à faire face aux perturbations tout en maintenant une sécurité alimentaire, tout en maintenant l'accès à la nourriture pour tous, dans des qualitatives, dans des faciles, on va dire. Et voilà, donc la résilience, pourquoi on a choisi ce concept? C'est parce que c'est un concept qui permet d'appréhender la dynamique d'un système et non pas son état. On fait pas une photo, on va pas savoir, on va pas chercher à dire si un système est résilient ou pas. On va plutôt chercher à savoir quel est le comportement du système, comment il va évoluer dans le temps et comment il va potentiellement faire face à des perturbations, c'est-à-dire est-ce qu'il va absorber le choc, est-ce qu'il va bien résister, est-ce qu'il va s'en remettre rapidement. Voilà, donc c'est des manières de caractériser la résilience du système. Donc c'est à la fois analyser la réaction face au choc, alors le choc immédiat, mais aussi des transformations plus durables, une capacité à y résister, quand ça craque, une capacité à revenir à la normale, mais aussi, parce que vous parlez de transformation, on parle du changement climatique, aussi une capacité à évoluer et à transformer structurellement ses pratiques, c'est-à-dire que le système n'est pas le même avant et après le choc. Il a aussi appris et il s'est adapté sur le long terme. Alors, on a parlé de pas mal de
hein, pas mal de ces chocs-là. C'est quoi? Quelles sont les pistes pour agir, puisque l'objet de votre appel, c'est pas un appel à la panique, c'est un appel à l'action. Quelles sont pour vous les principales pistes d'action? Et quand je dis pour vous, c'est évidemment pour l'association, pour atteindre la résilience alimentaire. Donc il y a quand on parle là vous avez parlé d'adaptation. L'adaptation, c'est comment on vit avec, comment on modifie notre mode de vie pour supporter des températures moyennes de 40 degrés, etc. En été. Mais il n'y a pas que l'adaptation des populations, il y a aussi l'atténuation des menaces qui nous comment dire, des menaces en cours, des menaces qui nous arrivent. Et l'atténuation, c'est comment on réduit, comment on diminue, étant donné qu'il y a beaucoup de ces menaces qui sont liées à l'activité humaine, comment on diminue. Allons-y, soyons très concrets. Alors, par exemple, l'atténuation, c'est comment on diminue l'émission de gaz à effet de serre. Alors qu'une mesure d'adaptation, ça va être comment on continue à produire des cultures, donc par l'irrigation ou des choses comme ça. Voilà, donc il y a cette nuance-là dans l'adaptation. Et il y a aussi un autre élément qui me tient à cœur, c'est que ce n'est pas là on fustige beaucoup l'agriculture pour ses effets sur la biodiversité, sur le climat, etc. Mais ce n'est pas aux agriculteurs à s'adapter. C'est à toute la société qui se nourrit sur cette production et qui en bénéficie de soutenir les productions, de soutenir les personnes qui travaillent à cette production, etc. Voilà. Après, concernant ce que nous proposons donc dans le guide vers la résilience alimentaire, c'est concrètement 11 voies qui sont actionnables à l'échelle des collectivités territoriales, donc communautés, intercommunautés, etc. Et qui proposent des mesures concrètes pour répondre sur ces 11 voies, qui permettent de répondre aux différentes fragilités qu'on a identifiées. Voilà. Anne-Cécile, peut-être rentrer dans le détail ? Donc, on propose 11 voies de résilience, comme vient de le dire Manon. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail des 11 voies parce que là, c'est long. Mais si vous voulez le faire un peu rapidement, pendant le confinement, vu qu'on était tous coincés chez nous, on a fait plein de petites vidéos de quelques minutes pour présenter ces 11 voies. Donc, voilà, si vous n'avez pas le temps de les lire, vous pouvez regarder toutes ces petites vidéos. Et donc là, si on veut revenir sur quelques voies un peu qui nous tiennent à cœur, en lien aussi avec la thématique qu'on aborde aujourd'hui, il y a d'abord la voie de résilience qui est de préserver les terres agricoles. Voilà, qui est en plein dans le sujet d'aujourd'hui et qu'on a déjà évoqué dans les menaces. Hein, c'est une menace forte, l'artificialisation des terres. Donc, une des voies de résilience indispensables, c'est de préserver les terres agricoles. Si on n'a plus de terre, à un moment le reste ne suffira jamais. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. On y reviendra évidemment. Ensuite, voilà. Donc j'ai choisi de revenir sur 3 points qui paraissent importants là. Donc, 3 voies de résilience. Donc, cette première, de préserver les terres agricoles. Ensuite, de développer des outils locaux de transformation et de stockage. Parce qu'on parle souvent de reterritorialiser des filières. Et en fait, on oublie trop souvent ce maillon de la transformation qui est pourtant essentiel pour à peu près 80% de notre alimentation. Donc, transformation qui peut être simple, donc de la farine jusqu'à de la transformation plus complexe. Mais là, je parle de tout type de transformation. Et on l'oublie trop souvent dans la reterritorialisation des filières où on pense beaucoup maraîchage aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'important de produire nos légumes à proximité de chez nous. Mais il y a aussi le blé qu'on consomme beaucoup, par exemple, et qui nécessite une transformation. Donc, il est nécessaire de remettre dans les territoires des outils de transformation et aussi de stockage. On a vu qu'il manquait pendant cette crise de stockage, on en a parlé tout à l'heure. Et une troisième voie qu'on peut mentionner ici, c'est simplifier et raccourcir la logistique et l'achat alimentaire.
Donc des choses aussi qui sont en lien avec les questions d'urbanisme finalement, puisque c'est la manière dont on va penser la ville qui va orienter cette logistique et cet achat alimentaire. Ou bien c'est l'achat qui va amener aux formes urbaines, ça c'est voilà, tout se discute. Mais en tout cas, c'est intimement lié. Et la manière dont la ville est conçue, elle implique une certaine forme de déplacement des consommateurs. Et aujourd'hui, on a pensé nos villes de sorte que les consommateurs utilisent beaucoup les voitures pour aller faire leurs achats alimentaires. C'est aujourd'hui 90% des achats alimentaires qui se font en voiture. Et si on veut mettre en place des mesures d'atténuation, justement, comme diminuer nos émissions de CO2, mais aussi de résilience, c'est-à-dire si demain on est confronté à un manque de pétrole, pouvoir aller d'une autre manière faire nos achats, donc en vélo, en transport en commun, à pied, etc. Il faut revoir il faut revoir nos paysages alimentaires dans les villes et dans les campagnes. Donc, quelle accessibilité on donne à l'alimentation. Donc voilà, ça me paraissait des voies de résilience importantes en lien avec l'échange d'aujourd'hui. Puis pour les autres, elles sont disponibles dans le guide et puis elles sont en lien tout le temps de toute façon. Alors, on va revenir sur la question évidemment de la préservation des sols, mais c'est intéressant de se dire que l'alimentation, c'est pas que la production agricole, hein, c'est tout ce qui va avec et tout ce qui se passe et c'est important entre le champ et l'assiette. Et donc vous militez, en tout cas, une des voies pour accroître la résilience du système, c'est finalement cette idée de proximité, en tout cas de réduction d'une dépendance ou d'une dépendance à la distance à l'ultra-mobilité. Ce thème de la proximité, il a été récurrent hein, pendant le confinement. Il est aussi souvent prôné, enfin ça fait partie de discours qu'on entend très souvent. Aujourd'hui, c'est quoi justement ce rapport entre une ville, un territoire urbain et ses plaines agricoles autour? Il y a une vraie relation de proximité? Je pense que, je sais pas, on peut se poser la question chacun, où est-ce qu'on va acheter notre nourriture? Et d'où vient la nourriture qu'on achète? Voilà. Et ça peut être l'objet d'un petit sondage parmi tous les gens qui écoutent, mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que que les consommateurs sont assez. Il y a énormément de maillons et de maillons entre le producteur et le consommateur, qui se sont d'ailleurs, pendant le confinement, on en a parlé un petit peu, dans les médias en tout cas, il y avait des enquêtes qui montraient que plus de personnes allaient, les chaînes s'étaient raccourcies en fait entre les producteurs et consommateurs. Mais il me semble que c'est dans l'enquête Manger autant du coronavirus dont Anne-Cécile peut nous parler un peu mieux, que vous avez vu ça. Ouais. Alors en fait, sur cette question de quel rapport entre une ville et ses terres agricoles, en fait, c'est une question qui est aujourd'hui assez cruciale parce qu'on se dit, une des solutions, c'est de rapprocher la production du lieu de consommation. Alors, c'est facile hein, quand on le dit comme ça. Après, comment on fait? Il faut faire attention quand même quand on dit ça parce que un système résilient, il trouve aussi l'équilibre entre ce qui est produit à proximité et ce qui est échangé avec d'autres territoires. La résilience, elle n'a pas vocation, quand on cherche à être plus résilient, on n'a pas vocation à un repli sur soi. Au contraire, puisque on a aussi conscience des aléas climatiques, par exemple, qui peuvent survenir dans la région. Et donc, une alimentation, donc on prend l'exemple de la ville ici, puisqu'on parle d'urbain, mais une ville qui se nourrirait à 100% dans sa périphérie serait finalement pas si résiliente. Donc, c'est à ne pas oublier, mais aujourd'hui, on a basculé dans un extrême tel que il est important de parler de reterritorialisation. Et donc, quand on parle de ces choses-là, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que finalement, on a peu de données sur les flux alimentaires à un niveau micro tel que celui qui approvisionne les villes. Et ces données-là, elles sont aux mains d'acteurs privés et dispersés.
Donc, il y a peu de compilation de ces données-là. Moi, c'était l'objet du travail que j'ai pu mener à Montpellier, c'est d'essayer de reconstituer ces flux, mais seulement pour quelques produits, et ça a été un travail assez complexe. Donc voilà, c'est un travail en tout cas qui est vraiment intéressant parce qu'il permet de vraiment se rendre compte de ce qui se passe et pas seulement comme on le voit dans certaines études, d'aller calculer la surface nécessaire pour nourrir les habitants d'une ville et puis de voir ce qui se passe autour. C'est un travail intéressant parce que ça nous permet de réaliser combien d'hectares il faut pour nourrir notre ville, mais c'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, on a besoin d'études vraiment spécifiques sur ces flux alimentaires. Donc, au-delà des surfaces, on retrouve un thème qu'on explore au fur et à mesure, qui est le thème du métabolisme urbain, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de la ville. Oui, il rentre et il sort beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est fait de façon souvent discrète, souvent opaque, souvent cachée et parfois honteuse. Mais c'est pas que des matériaux de construction, c'est évidemment aussi de l'alimentation, c'est des déchets. Dans ce cadre-là, donc rendre visible, déjà percevoir, enfin prendre conscience et rendre visible. Et puis il y a tous les, en tout cas les projets alimentaires territoriaux en général. Quelle que soit leur qualité, montrent une très forte dépendance à des productions extrêmement distantes. Donc, on est très, très loin d'une relocalisation, on est très loin d'une indépendance ou d'une autonomie alimentaire des territoires. La question, c'est déjà de rapprocher les productions et de tendre vers ça. Peut-être un premier élément, c'est en effet de prendre conscience de ces logiques de dépendance, prendre conscience collectivement. Je pense que là-dessus, en tout cas là-dessus, la pandémie aura eu du bon. Après, il y a cette question de culture commune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet alimentaire territorial, au mieux, c'est cet objet qui reste singulier, assez à part, assez distinct des grandes politiques urbaines. Aujourd'hui, il y a finalement deux mondes qui s'affrontent même pas, qui s'ignorent complètement. Le monde de la production alimentaire, le monde agricole, qui a ses stratégies, qui perçoit ses problèmes, et de l'autre côté, le monde de l'urbanisme. Et finalement, cette frange, cette lisière dont on a pu déjà parler avec d'autres, cette lisière, c'est le moment où la ville mange la campagne, où la ville mange finalement ce qui peut elle-même la nourrir avec l'étalement urbain. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de culture commune, il y a peu de dialogue, il y a finalement peu d'échanges. Là-dessus, comment est-ce que vous souhaitez agir? C'est quelque part comment agir depuis les champs sur la croissance de la ville? Alors, je peux commencer et puis laisser Manon compléter. Comment on souhaite agir? Déjà, on souhaite une prise de conscience. Enfin, c'est ce qu'on fait avec notre travail. En tout cas, on cherche à sensibiliser. Et donc, voilà, c'est un premier mode d'action. C'est de sensibiliser les habitants de la ville, en fait, au fait de connaître les campagnes, de connaître les agriculteurs, de s'en rapprocher, de s'intéresser à ces problématiques. Ça semble un premier pilier indispensable puisque ces citoyens des villes qui vont consommer cette alimentation, ils sont aussi électeurs, ils sont possiblement élus, ils sont habitants et donc voilà, ils ont cette question-là, elle est quand même très importante de la sensibilisation. Ensuite, comment on va vers plus d'échanges? C'est une question moi qui est très importante pour moi et c'est aussi ça qui a fait que j'ai lu ce guide pour l'urbanisme circulaire parce que je me suis dit mais nous on dit qu'il faut protéger le foncier mais on entend aussi beaucoup les arguments des villes qui disent oui mais nous notre ville elle grossit, il faut bien qu'on loge ces nouveaux habitants, etc. Et on peut pas faire autrement. Du coup, je me suis intéressée à ce livre en me disant peut-être que j'y trouverai des réponses. Donc, j'en ai trouvé une partie, donc c'était chouette de dire en fait, il faut qu'on travaille ensemble, ceux qui œuvrent pour cette résilience alimentaire, pour protéger le foncier, et ceux qui proposent de faire la ville différemment, parce qu'on a des choses à proposer et aux élus en fait qui n'ont pas forcément conscience de tous les outils à leur disposition. Et donc ça, je pense que c'est un point qui est essentiel dans ce débat-là, dans cette mise en commun en fait des questions
d'urbanisme et d'agriculture, c'est de travailler au niveau des collectivités en fait, qui vont avoir des outils et des leviers et aussi la possibilité de mettre autour de la table ces acteurs-là. Et donc, en fait, c'est en parlant aux collectivités et en leur montrant qu'il y a d'autres leviers que la restauration collective. Il y en a bien d'autres pour protéger le foncier et pour aider à cette résilience alimentaire, pour construire d'autres paysages alimentaires. Et donc, finalement, c'est aussi des leviers autour de l'urbanisme, autour de comment les gens vivent, comment on construit les nouveaux logements, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des nouveaux logements, toutes ces questions-là, en fait, elles vont contribuer à protéger le foncier. Donc, en fait, ça s'intègre quand même, malgré tout, dans les questions agricoles, même si on a l'impression que ça en est très loin. Donc, voilà, il y a tous ces enjeux-là, je pense, qui peuvent permettre de travailler ensemble. Déjà avoir conscience qu'on aurait raison de travailler ensemble. Déjà prendre conscience et au-delà simplement du bio à la cantine. Donc faire projet de territoire et pas que projet urbain ou projet agricole. Peut-être Manon pour finir une petite piste ou une envie permettant d'aller dans le sens de cette culture commune. Ce qu'a dit Anne-Cécile, c'est le message qu'on porte dans notre guide. C'est les collectivités qui selon nous sont le niveau d'organisation le plus à même de mettre en place une résilience alimentaire sur son territoire, parce qu'ils ont plein de leviers actionnables, donc que ce soit la restauration collective, mais aussi la gestion des déchets, tous les cycles de l'eau, l'aménagement urbain, etc. En ce qui concerne vraiment le foncier, le lien entre les terres agricoles et les terres urbaines, tout le travail autour de l'acquisition du foncier, du statut du foncier et l'intégration dans le plan local d'urbanisme de ces statuts de terres agricoles, c'est extrêmement important. Et je vais finir sur un exemple d'une collègue de Terre de Liens. Donc c'est une association qui, grâce à une fondation, achète du foncier agricole pour le louer à des agriculteurs qui n'auraient pas les moyens d'acquérir du foncier. Et donc là, ils sont en train de faire une enquête dans le secteur de Mulhouse et ils ont fait un entretien avec un agriculteur qui leur disait que tout autour de ces terres agricoles, un nouveau quartier venait d'être construit et qu'il se faisait littéralement insulter tous les jours parce qu'il passait à côté de belles voitures avec ses tracteurs et qu'il générait énormément de nuisances pour les nouveaux riverains. Et donc, il travaillait sur la transmission, parce que c'est un des gros problèmes de la diminution du nombre d'agriculteurs aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de transmission, personne ne reprend les fermes, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce que personne ne veut s'installer, parce que c'est des conditions difficiles d'être agriculteur. Et donc, la conclusion de cet agriculteur, c'était de toute façon, moi, j'attends juste que mes parcelles passent en constructible pour avoir une retraite. Voilà. Donc, ça montre et donc, c'est la façon de faire la ville depuis 50 ans. Il y a une citation dans le manifeste pour un urbanisme circulaire que tu citais tout à l'heure, justement d'un expert immobilier qui faisait ça dans les années 60-70. Il se trouve que c'était mon grand-père. C'est pas dit dans le bouquin, mais voilà. Donc, ça fait 50 ans qu'on fait la ville comme ça. Il faut sans doute qu'on arrête et qu'on la fasse autrement, puisque c'est sans doute possible. Manon Dardonville, Anne-Cécile Britt, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.